Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On est avec Mosley. Mosley, rebonjour. Rebonjour DAF Fresh, rebonjour tout le monde. Donc tu es prêt à manger la viande cultivée? Non, pas que je sache déjà. Toi tu es viande ou poisson? Je suis un peu plus poisson, mais... Poisson, légumes. Tu n'aimes pas les légumes? Bon, les légumes, rarement. Tu as vu? Rarement, C'est tout mais ça. j'en mange, mais rarement. On vous reproche, il faut manger les légumes. Non, c'est pas qu'on nous reproche, tu sais. Non, moi je te reproche. Je n'ai pas dit... On est dans un environnement où nécessairement la nourriture qu'on mange chez nous, il y a un certain nombre de produits qui ne sont pas nécessairement à la portée de tout le monde. Voilà. Si je m'en vais prendre de l'oseille... ou encore, je sais pas, du folon à des prix qui dépassent l'entendement. Voilà. Donc, à un moment donné, il est mieux de s'en passer et de les prendre quelques fois. Voilà. D'accord. L'actualité politique nous emmène où ce matin? Nous allons parler du Parti démocratique gabonais. Ouais, ils font une sortie le 13. Non, le 12. C'est une fake news. La rentrée politique le 12. C'est une fake news ou c'est vrai? Non, c'est une réalité. Le Parti démocratique gabonais... Est-ce que c'est un communiqué? C'est d'ici là qu'un PDG nous envoie le message pour nous dire que c'est une fake. Vous débattez sur une fake news. Comme les gens de Beau Festage. Vous débattez sur une fake news. Ça fait le tour des médias, mais c'est à nous qui vient dire qu'on débat sur une fake news. Non. Le Parti démocratique gabonais est véritablement en préparation de sa rentrée politique pour 2024-2025. Et j'en veux pour preuve, depuis le 9, donc le mercredi 9 octobre, il y a des rencontres qui se font au niveau du siège de cette formation politique à Louis. Et vous savez que le Parti démocratique gabonais incarne ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien système, si on veut dire le parti déchu, qui était le parti créé par Omar Bongo et ses amis au début... en 1968, mais également qui a été par la suite, on va dire, celui dont Ali Bongo a été le président. Donc, le parti est tombé dans la disgrâce au niveau officiel, au même moment que... Au niveau officiel? Oui. En fait, quand je dis officiel, c'est-à-dire qu'avec le discours qui a prévalu au moment où il y a eu le coup d'État, on a dissous les partis politiques dans la foulée. À ce moment-là... On a dissous les partis politiques? On a écarté les partis politiques de la vie de l'animation politique nationale. Mais là, ce qui va se passer demain, là, c'est quoi? Ce qui va se passer demain, c'est réellement une ambition de pouvoir continuer à exister. C'est vrai que quand on dit écarter ou dissoudre, c'est quand même un peu trop fort. Hein. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la transition avait été placée sous le sceau d'absence d'animation politique. Même si on voit aujourd'hui que la politique est revenue au galop un an après la prise de pouvoir par les militaires. Et je crois que c'est ce qui fait que quand on regarde un petit peu aujourd'hui les organisations, on se rend bien compte que beaucoup d'états-majors politiques se sont mis en branle pour pouvoir arriver à se mettre dans le rôle qui est le leur, celui de pouvoir participer à l'animation politique au niveau du Gabon. Et c'est ce que fait le Parti démocratique gabonais, à l'instar du PSD, de Pierre-Claver Manga Moussavou, en l'instar de d'autres partis politiques, même si de plus en plus on enregistre un foisonnement d'associations ou de mouvements politiques qui plus ou moins laisse sous-entendre que les partis politiques ne seraient plus beaucoup plus attractifs aujourd'hui, mais n'empêche qu'il y a des partis politiques qui continuent à mener leurs activités et qui, évidemment, estiment que l'heure est venue pour eux de s'exprimer. Et surtout que nous sommes dans une période, comme vous le savez, de préparation du référendum. Et ce référendum va faire appel à ce qu'on appelle une élection. Et cette élection doit pouvoir permettre aux Gabonais de décider par le oui ou par le non de l'adoption de ce qui est actuellement appelé projet de constitution ou l'avant-projet de constitution. Mais n'empêche que cette marche vers ce référendum
amène les acteurs politiques à pouvoir s'exprimer. Et je crois que c'est dans cette ambition de ne pas être à la marge de l'animation politique qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que le Parti démocratique gabonais a choisi également de s'engager dans la voie de sa rentrée politique. Et elle va se passer demain. Sauf que cette rentrée politique, c'est vrai, elle se passe à un moment où, évidemment, beaucoup de personnes sont quand même, on va dire, un peu sceptiques quant à leur implication dans la transition aujourd'hui. Beaucoup de personnes décrient leur participation à la transition dans la mesure où beaucoup pensaient qu'avec l'arrivée du CTRI à la tête de notre pays, ou encore du président Brice Clotaire Oligui, président de la transition, eh ben, on aurait une situation où le Parti démocratique gabonais aurait été plus ou moins mis au banc de la République. D'ailleurs, il vous souviendra que lorsqu'il y a eu l'organisation du dialogue national inclusif, l'objectif avait été pour les panélistes ou encore les participants de faire une recommandation. Ils ont fait une recommandation dans laquelle ils présentaient un certain nombre de situations qui pourraient aujourd'hui permettre à ce qu'on exclue le PDG de la vie politique nationale pendant 3 ans. Et ça avait été fortement plus ou moins salué aussi bien par les populations que par les participants à ce dialogue national inclusif. Ensuite... Oui, ensuite. Oui, vas-y. Non, vas-y. Oui, ensuite. Donc, ce dialogue national inclusif a quand même été un moment où on a demandé à ce que les autorités de la transition, dans la mise en application des recommandations du dialogue national inclusif, décident de ce que le PDG soit écarté pendant 3 ans. Le PDG et ses hiérarques, donc ses hauts cadres, ses grands militants. Sauf qu'aujourd'hui, à la lumière des choses, aucune décision n'a été prise dans ce sens. Donc, ce qui justifierait aujourd'hui que le PDG continue à poursuivre son bonhomme de chemin en qualité de parti politique, peut-être le plus structuré ou le plus vieux du pays. Et ce qui ferait que l'équipe dirigeante qui est composée, par exemple, de Madame Angélique Ngoma comme secrétaire générale, des vice-présidents tels que Paul Biyoremba, eh ben, ils ont choisi de pouvoir se retrouver avec leurs militants, surtout que l'année dernière a quand même été un moment fragile où on sait que les PDGistes avaient l'habitude de se rencontrer chaque année pour discuter du fonctionnement de leur parti, notamment dans le cadre de la célébration du 12 mars. Par exemple, l'année dernière, il n'y a pas eu d'événements de manifestation dans ce sens. Donc, cette année, je crois, dans leur esprit, il fallait aussi qu'ils soient dans la mouvance de pouvoir du moins organiser cette rentrée politique qui va leur permettre de juger quand même aujourd'hui de la réalité de son rayonnement au niveau national et au niveau local, parce que vous avez entre-temps beaucoup de militants qui ont démissionné, parfois avec fracas, parfois sans qu'il y ait une publication officielle, et parfois dans le silence on va dire, des cathédrales. Donc à partir de cet instant, ils peuvent organiser, ou ils organisent cette rentrée politique pour pouvoir mesurer les forces qui sont les leurs aujourd'hui et de pouvoir être sûr qu'ils ont encore l'aura d'antan et qu'ils peuvent peser aussi sur l'échiquier politique national. Quoique, quand on regarde un tout petit peu, le PDG ne sait presque pas départi de la gestion de l'État. Quand on regarde l'ensemble des cadres qui occupent des fonctions au niveau des différents démembrements de la transition, qu'il s'agisse au niveau du gouvernement, qu'il s'agisse du Parlement. Quand vous voyez par exemple le cadre, les 3/3 des membres du Parlement sont issus du Parti démocratique gabonais. Donc ça sous-entend que le PDG en réalité ne s'est jamais départi de la gestion de l'État. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, de plus en plus, des voix sortent du bois. C'est vrai qu'il y avait peut-être certaines personnalités que les gens ne veulent pas accepter ou que les gens n'acceptent pas ou qu'ils ne veulent pas voir revenir au devant de la scène. Mais cela n'empêche que quand on regarde, beaucoup de ceux qui occupent un certain nombre de fonctions, très peu ont eu à démissionner du Parti démocratique gabonais. Vous avez par exemple un vice-président du Sénat, Luc Oujoubi, il est membre, il est hiérarque du Parti démocratique gabonais. Donc, à partir de cet instant, on ne saurait dire que le PDG a disparu. Mais le PDG continue à sa manière à exister et c'est tout le sens de cette rencontre de pouvoir se retrouver et discuter entre eux de comment ils voient l'avenir, parce que en réalité, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de personnes
attendait le PDG sous une phase qui voudrait que ça soit beaucoup plus un parti engagé dans l'opposition. Parce que c'est le parti qui a été chassé du pouvoir. Si on tient compte du 30 août, c'est le parti qui a été chassé du pouvoir. C'est son leader qui a été chassé du pouvoir par les militaires. À partir de cet instant, c'est leur échec dont il est question lorsqu'on dit que Ali Bongo a fait 14 ans sans développer le pays, sans être en mesure de pouvoir matérialiser les actions, du moins les promesses qu'il avait promis aux Gabonais. Et à partir de cet instant, c'est aussi l'échec du Parti démocratique qui accompagnait les ambitions politiques d'Ali Bongo Ondimba. Donc, à part du champion, du candidat naturel, voilà, du DCP, comme on disait à l'époque. Ça te fait rire? Ça me fait pas rire. Mais d'accord. C'est une façon de donner les déclinaisons des différents noms qui avaient été donnés à cette époque-là pour magnifier, on va dire, le statut majestueux d'Ali Bongo en ce temps-là. D'accord. Donc, à partir de là, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ceux qui auraient voulu que le PDG soit inscrit dans la logique de l'opposition, beaucoup n'hésitent plus à sortir du bois parce que beaucoup estiment que vous ne pouvez pas aimer votre bourreau parce que c'est ce qui est lancé aux PDGistes aujourd'hui. Comment se fait-il que les PDGistes soient en mesure d'aimer leur bourreau, ceux qui les ont chassés du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas... Peut-être il y avait des PDGistes opposants? Peut-être. On n'en sait rien. Surtout, bon... on n'en sait rien, mais on sait aussi que l'opposition qui s'est beaucoup exacerbée ces dernières années a été faite par les anciens PDGistes. On peut parler d'André Mbaobam, on peut parler de Zachary Mimboto, on peut parler de Jean Ping, on parlerait aujourd'hui de René Demezo, on parlerait aujourd'hui de Baro Chambrier, du Premier ministre actuel de la transition, Raymond Donsima. Il a été Premier ministre sous Ali Bongo. Donc, ce sont les transfuges du PDG qui ont créé l'opposition à Ali Bongo à partir des années 2014. Donc, on voit bien que derrière, du moins 2009, si on veut aller plus loin avec de triste mémoire, André Mbaobam. Donc, on voit bien que derrière, il y a une idée qui veut que, au moment où nous allons vers ce référendum, et au moment où nous entamons la deuxième année de la transition, eh bien, que les PDGistes peut-être fassent leur examen de conscience ou une autocritique par rapport à leur positionnement au sein de la transition. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui autour du président de la transition et des différents démembrements de cette période ou institutionnelle, est-ce qu'ils sont plus ou moins, on va dire, en phase avec ce qui se fait? Est-ce qu'ils sont véritablement engagés ou bien ils sont véritablement impliqués à mener le Gabon vers le changement? C'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que ceux qui sont à côté du président de la transition travaillent réellement pour apporter une plus-value en termes d'amélioration des conditions de vie des Gabonais, ou est-ce qu'ils participent pleinement à l'éveil de conscience pour que plus jamais on arrive à des situations comme celles qu'on a vécues ces 14 dernières années, ou encore même dans les années, comme on disait à l'époque, des années de plomb de Omar Bongo. Donc, c'est évidemment... La situation de Alain-Claude Bilibine, ce sera quoi dans cette histoire? Bon, il n'a pas démissionné du parti, mais il a démissionné de son poste de... Exactement, il est devenu simple cadre militant. Du parti. Il est devenu simple militant. Étant donné que la discipline est l'apanage du bon militant, sera-t-il à ce rendez-vous? On ne sait pas, mais au regard de sa stature ou de son statut d'ancien Premier ministre, je crois qu'il ne peut pas manquer cette main. C'est quand même la main de son... Il n'a jamais renié le PDG de toutes les façons. Donc non, il n'a pas renié, je dis. Voilà. Il a démissionné de son poste de cadre du parti, il est devenu simple militant. Oui. Si tu es simple militant, tu te soumets aux lois et aux règlements du parti. Oui. Si le parti dit qu'on se rassemble demain, le 12... Normalement, un bon militant qui est à jour de ses cotisations et qui, évidemment, respecte les textes, devrait être là. Oui. Il devrait être là. Donc, je ne dis pas que c'est une contrainte, parce qu'il peut avoir un empêchement qui ne permet pas à ceux qui soient là, mais son statut d'ancien Premier ministre, surtout qu'il était le dernier Premier ministre d'Ali Bongo, et surtout qu'au moment où on a révisé, on va dire, l'instance de gestion du parti, il était quand même de la délégation qui allait rencontrer Ali Bongo et qui est venu dire aux autres militants
que désormais, c'est Angélique Ngoma qui préside à l'animation politique au sein du PDG, en qualité de secrétaire général. Avec tous les démembrements qu'on connaît en termes de vice-président et consorts. Donc, il a quand même un point important à supporter. Et si tant est que la rentrée politique va avoir pour effet d'arriver à l'analyse de la situation interne au PDG, mais également de leur collaboration avec le CTRI, je crois qu'il pourrait donner son avis, quoi qu'on sache qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus dans une situation où, évidemment, il pose un certain nombre de problèmes au niveau de la communication sur les ambitions du CTRI pour le Gabon, mais on sait aussi qu'en tant que militant, il a le devoir d'être là et participer aux débats qui pourront être tenus ou encore à l'environnement ou bien du moins aux décisions qui pourront être prises. Monsieur, le CTRI va-t-il respecter ses engagements vers un retour au civil si le non emporte au référendum? Ça, c'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question? Parce que l'équation aujourd'hui, c'est que nous sommes... 3 ans, tu seras docteur en sciences politiques. Tu passes de docteur en économie à docteur en sciences politiques. Seigneur Jésus, sors de son corps. Hein? Parce que le véritable combat, c'est celui que mènent les acteurs politiques aujourd'hui. Et je crois, Dafresh a bien fait de parler d'Alain-Claude Bilemizé. Son sujet, c'est de dire que la place des militaires est dans les casernes. Et on se rappellera que le premier discours du président de la transition, c'était de dire qu'il y aurait un retour à l'ordre constitutionnel et la transmission ou le retour du pouvoir aux civils. Il y aura une remise du pouvoir aux civils. Mais non, on ne sait pas. Parce que personne d'entre nous n'est dans les petits papiers de Brice Koté Oligingema ou encore dans sa matrice en termes de réflexion. On ne sait pas quel est le projet du CTRI. On ne sait même pas si, évidemment, l'environnement qui va prévaloir au sortir du référendum permettra au CTRI de poursuivre la transition ou pas. Donc, à partir de cet instant, il faut attendre qu'il y ait l'organisation du référendum. Et c'est à partir du référendum qu'on aura une idée des ambitions véritables, même si on suit la critique des acteurs politiques aujourd'hui, à l'exemple de Albert Ondossa ou encore de Pierre-Claver Manga Moussavou et de Bilemizé, on se rend bien compte que le fait qu'aujourd'hui les militaires soient engagés dans des investissements tout azimut, dans tous les secteurs, la route, les infrastructures en termes de construction des bâtiments, l'éducation, la santé et consorts, j'en passe, ça reflèterait l'idée que Oligingema et le CTRI seraient prématurément en campagne. Parce que pour que tu sois capable de convaincre les populations, ce qu'on attend de toi, c'est de poser un certain nombre d'actes. Et ces actes, ils vont de l'investissement au niveau des infrastructures, la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, de manière générale, on voit les actions que tu poses au quotidien et c'est à partir de ces actions et la qualité même des réformes engagées pour permettre à ce qu'il y ait un dynamisme sur le plan économique et voir l'environnement politique, c'est ce qui peut permettre de traduire ou de lire que vous êtes peut-être engagé sur la voie on va rester et puis on va continuer à développer le pays. Est-ce que les militaires ne se sont pas rendus compte qu'ils ne peuvent pas atteindre le 800 les politiques et donc ils laissent les politiques s'agiter sur le territoire? Est-ce que c'est une stratégie? C'est ce que tu as envie de dire. Ouais. Est-ce que c'est une stratégie? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que... Mais tu es un analyste politique, mon frère, tu ne peux pas nous dire que tu n'en sais rien. Analyse, mon frère. Oui. L'analyse. Je ne peux pas dire que atteindre le 8 pour le CTRI est nécessairement en corrélation avec l'implication des politiques. Je ne crois pas. D'accord. Parce que, en réalité, le président de la transition n'avait même pas besoin d'inviter les politiques à soutenir son action. Dans la mesure où, quand on regarde un tout petit peu les activités qui sont menées ça et là, les actions qui sont posées ou les actes que pose le CTRI en termes de développement, en termes de bien-être pour les populations, en termes d'employabilité, en termes d'accès, on va dire, au marché public pour, par exemple, les entreprises locales, cela aurait suffi pour que les gens, après avoir lu la Constitution, choisissent le oui. Mais non, après, il y a que l'environnement que nous avons a souvent eu à mettre en avant le folklore. Et la politique fait partie de ce folklore-là. Et on a besoin des acteurs politiques derrière, peut-être,
pour pouvoir donner, pour entretenir le folklore et donner le change. Parce que il faut bien qu'il y ait une voix aussi qui se lève pour le non. Mais la voix qui se lève pour le non doit être une voix qui plus ou moins doit réfléchir sur l'ensemble des dispositions contenues dans la nouvelle constitution. Et c'est ce que les acteurs politiques font aujourd'hui. Maintenant, après, est-ce que le CTRI en avait besoin? Je ne pourrais pas dire oui ou non. Mais ce que je peux dire, c'est que les acteurs politiques sont des animateurs de la vie politique dans un pays. Et qu'à ce titre, ils ont aussi quand même le devoir de dire sur un certain nombre d'aspects que tel ou tel point n'est pas de nature à pouvoir rassurer ou à créer une situation de stabilité ou à créer une situation de confiance auprès même des populations. Et à partir de cet instant, nous érigeons, nous prenons une position qui est celle, par exemple, de dire oui ou celle de dire non. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un environnement qui est en train de devenir clivant. C'est-à-dire vous avez les partisans du oui qui sont de plus en plus sur le terrain et vous avez des partisans du non qui sont aussi là et qui animent et qui estiment qu'en l'état actuel des choses, la situation pourrait dégénérer. Et je crois que c'est tout le sens aussi de ce qui a été fait dernièrement par la communication qui a été faite par le ministère de l'Intérieur pour appeler à ce qu'il y ait une campagne d'information auprès des populations, aussi bien à l'arrière-pays qu'à Libreville, pour les questions en rapport avec le référendum, de quoi il est question. Parce que nous allons à une élection qui s'est déroulée, je crois, la dernière, c'était en 93 ou 91, je ne sais plus exactement. Je crois qu'on appelait le Nouvel Élan. Je pense 91, si je ne me trompe pas. 95 ou 96. Ah, le voilà. Nouvel Élan, non? Oui. Non, oui, tu as raison, on est dans les 91, 93 et 12. Dans cette fauche-là. Ouais. Mais non, j'ai pas la date et l'année exacte, mais ce qui est sûr, ce référendum-là avait une ambition. Il n'avait pas connu autant de remous comme... C'est vrai que peut-être nous, on était encore un peu jeunes, mais ce qui est sûr, les remous n'étaient pas... Nous, on n'était pas un peu jeunes, on était jeunes. Voilà. Quand tu étais un peu jeune, c'est quand tu étais déjà un peu grand. Non, pas moi. D'accord. Donc, les remous qu'on enregistre aujourd'hui viennent quand même d'une situation qui a été, si on tient compte du discours officiel, il y a eu un dilettantisme dans la gestion de l'État, il y a eu un certain nombre de manquements dans la gestion, la gouvernance de l'État au Gabon, et qu'il est important aujourd'hui de donner une nouvelle orientation, une nouvelle direction au pays. Et cette nouvelle direction impose qu'on soit dans une logique qui ferait que des partis politiques comme le Parti démocratique gabonais, qui a vécu depuis 68, tous les soubresauts qu'a connu le Gabon, mais également le PSD, l'Union nationale, et le CTRI et toutes les autres formations politiques doivent se retrouver peut-être à nouveau pour un dialogue éminemment politique. Parce que le problème qu'on est en train de vivre, ça ne trouvera de réponse que s'il y a un dialogue véritablement politique et un dialogue qui aura pour ambition réelle de travailler au toilettage de fond en comble de l'avant-projet de constitution qui a été proposé. Et c'est tout le sens du discours qu'a aujourd'hui Albert Ondossa, Pierre-Karim Manga Moussa. Vous avez le président, le premier secrétaire du MSP, Victor Mouambanding, vous avez Alain-Claude Vizé et ses amis, et beaucoup d'autres acteurs comme le docteur Mangara, qui estiment qu'il est important qu'il y ait une nouvelle rencontre au cours de laquelle tous les acteurs politiques, parce que le dialogue qui s'est fait en Gondje dernièrement, c'était un dialogue, certes, inclusif, mais on a eu comme beaucoup de populisme, beaucoup de passion, beaucoup de ressentis. Et il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions aussi. Il y a eu un grand nombre d'acteurs qui étaient au banc, alors qu'ils sont des acteurs majeurs. Les militants de Manga Moussaoui qui sont allés à ce dialogue-là, où sont-ils aujourd'hui pour s'exprimer? Ils ne s'expriment pas. Mais c'est leur leader qui s'exprime alors qu'il n'a pas participé au dialogue. Mais pourquoi? Parce que la principale décision qui sort de ce dialogue, qui est la mise en œuvre d'une nouvelle constitution, divise. Et si la constitution divise, faut pas qu'on aille en avant juste parce qu'on veut avancer, on veut respecter le calendrier de la transition, mais il faut qu'on y aille en ayant des garanties qu'il y aura un apaisement au sortir du référendum, qu'il y aura une situation où chacun pourra jouer sa partition et que des partis politiques comme le Parti démocratique gabonais devront être mis
face à leurs responsabilités. Parce qu'au dialogue d'Angondje, le Parti démocratique n'avait pas de voix. Et cette fois-ci, s'il y a un dialogue politique, il doit être mis au devant de ses responsabilités. Vous avez géré. Voilà quelle était la situation. Maintenant, la rencontre de demain, on verra si elle va encore drainer du monde, parce qu'on a toujours présenté le PDG comme le parti le mieux implanté, le rouleau compresseur. On verra s'il y aura suffisamment de monde pour aller encore une fois marquer leur adhésion au PDG, et que ça ne soit pas seulement les hiérarques qu'on retrouve, et que les militants de base et consorts auraient disparu. À ce moment-là, le PDG devra à un moment donné rectifier le tir et peut-être écouter un peu ce que disent les Gabonais. Merci Mosley avec nous ce matin, c'est les 104.5 Urban FM, la station Urban Renner avec le programme du week-end. Si vous souhaitez vous détendre, vous pouvez aller du côté du Luxor Lounge ce soir. Donc les DJ de renom vous feront vibrer tout au long de la soirée et surtout profiter d'une remise de 15% sur toutes les bouteilles achetées avant 22h et gagner de nombreux lots. Je rappelle que le Luxor Lounge, dans l'Afro Lounge by Luxor, est situé dans l'enceinte de l'hôtel Hibiscus au quartier Lui. Il y a aussi la grande soirée, donc c'est le samedi 12 octobre 2024 à Akanda, premier campement. Pour toutes les personnes qui souhaitent réserver, vous avez la possibilité de contacter le 077 65 75 03 077 65 75 03. Comme vous le savez, nous avons perdu notre collègue Junior Dorlan Mesui le 18 septembre. Donc aujourd'hui aura lieu la sortie du corps à 14h, suivie de l'exposition à l'église catholique de la SNI Ovendo avec l'inhumation demain au cimetière de Minoubé. On rappelle que les gerbes de fleurs artificielles ne sont plus acceptées dans les cimetières, mais des fleurs naturelles. Donc on adresse encore nos condoléances à ceux qui ont connu Junior, à ceux qui ont surtout partagé des moments avec lui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici pour vous l'horoscope du jour. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La